Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de cybersécurité. On va parler de nom de domaine avec les .zip. C'est un nouveau nom de domaine qui est arrivé sur le marché et qui pourtant va avoir un impact drastique sur la cybersécurité. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite tout de suite à récupérer le guide pour pouvoir bien débuter dans la cybersécurité. Il est disponible directement dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un article Medium qui va exposer les dangers en fait des noms de domaine en .zip et plus exactement ce qu'on appelle les TLD. Donc c'est top level domaine. Donc comme les .fr, les .com, vous avez tout un tas de domaines qui existent et là par exemple les .zip ont été récemment intégrés, mais ils intègrent un lot de problématiques en termes de cybersécurité. Ici, par exemple, on va commencer par un exemple assez simple. Est-ce que vous êtes capable de différencier les deux URL ? On voit que les deux URL viennent de github.com, Kubernetes, archive, et la seule différence, c'est un arrobase qu'on a avant le v1271.zip. Donc, quel impact ça veut réellement avoir? En fait, il faut bien comprendre que le .zip, c'est un domaine qui est totalement valide aux yeux de Google. Mais il faut également comprendre qu'il existe des caractères Unicode. Les caractères Unicode, ce sont des caractères qui ne sont pas forcément latins, qui permettent de rentrer des caractères d'autres alphabets. Par exemple, si vous avez besoin de taper des caractères cyrilliques ou des caractères au niveau mandarin, c'est beaucoup plus simple de taper le code Unicode que d'essayer de bricoler. Et par exemple, il y a un caractère qui s'appelle le U plus 215 qui ressemble globalement en fait à un slash. On a également un autre caractère qui ressemble à un slash qui s'appelle le 2044. Alors si vous ne savez pas comment faire, le plus simple c'est d'ouvrir un notepad. Vous ouvrez un notepad. Vous tapez par exemple 2044. Ici, vous appuyez sur la touche Alt et ensuite vous appuyez sur X. Et vous voyez que visuellement, on est quand même très proche d'un slash. Vous avez ici le caractère 2044 et le slash qui est là. Et là, on va mettre le 2215. On va faire pareil, Alt et on va faire X. Vous voyez, on est quand même très proche en fait au niveau visuel. Et ça, c'était déjà implémenté et c'était déjà accepté par Chrome. Ensuite, le deuxième élément qu'il faut bien comprendre, c'est comment se construit une URL. Par exemple, ici, si on a cette URL-là, on va essayer de chercher une authentification sur le domaine bing.com. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer d'accéder à bing.com. Donc, on a la décomposition. On a l'HTTP ou l'HTTPS, les informations de l'utilisateur avec son utilisateur et son mot de passe. Ça, c'est lié à la norme RFC qui est faite de cette manière-là. Le hostname, donc l'endroit où on va aller transmettre ces données-là. Le port et après si vous avez des informations complémentaires comme le chemin pour accéder au fichier, la requête et si vous avez par exemple des encres dans la page. Donc ça, ce sont des données qui sont, on va dire, traditionnelles. Ici, si on prend la requête comme celle-ci, si par exemple on va taper google.com et qu'on fait @bing.com, on va le mettre, qu'est-ce qui va se passer? Le slash va faire qu'il va aller rechercher les requêtes sur google.com. Par contre, si on change le slash par un caractère qui y ressemble, mais qui n'en est pas un. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, on va passer sur bing.com. Vous voyez la nuance entre les deux? Elle est simple, mais elle est globalement assez efficace. Et donc, qu'est-ce que ça va introduire en fait la problématique des zips? Ça va introduire le fait que les zips qui sont censés être des domaines vont pouvoir être remplacés par des fichiers ou vice-versa. Donc là, par exemple, si on va ici sur ce site-là, ça va nous télécharger le .zip officiel. Donc voilà, on reçoit bien le zip officiel. Donc là, je vais l'annuler. Et si par exemple, on va sur ce site-là, ça nous envoie sur le domaine en .zip. Vous voyez, finalement, on remplace les slash par l'autre caractère qui y ressemble et on met un arrobase et on a une grosse différence en fait. Et donc, on pourrait par exemple acheter ce domaine-là pour 15 $ sur Google. Ça marche très bien. Vous allez sur Google, vous l'achetez. Et à partir de là, vous pouvez déployer en fait une application malveillante à la place en fait des données qui sont censées être dans le zip. Donc c'est un impact qui est juste majeur. Et si vous vraiment voulez aller encore plus loin, vous pouvez envoyer un email à une personne avec un lien dedans. Et si on regarde ici cette image-là, vous allez me dire l'image, elle a l'air d'être valide. Et c'est normal, c'est le cas pour tout le monde. Sauf qu'en fait, il y a un arrobase qui a été mis juste avant le V qui fait en taille 1. Et donc, vous ne le voyez pas visuellement parlant. Si vous prenez une taille 1 dans un email, vous verrez qu'en fait, c'est microscopique. Et donc, à partir de là,
il y a la possibilité de déployer quelque chose de malveillant. Regardez, il a fait un GIF qui est hyper intéressant. Donc là, il y a ce lien. Et donc la personne pense récupérer son zip de manière traditionnelle, sauf qu'elle est envoyée vers le site v1271.zip, qui est un site qui est valide, et donc qui va lui déployer un .exe, qui va lui donner un .exe qui est totalement malveillant. Et donc, comment on peut arriver à détecter ça? La première, c'est déjà de détecter les domaines qui vont contenir en fait un 2044 en Unicode ou un 2215, qui sont des ressemblances en termes de slash. Ensuite, regardez les domaines qui vont contenir le arrobase qui est suivi d'un .zip, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sites officiels qui vont se permettre d'aller acheter un .zip de par les problématiques que ça peut engendrer. Et surtout d'être toujours extrêmement vigilant, en fait, quand vous allez télécharger des fichiers qui vont être envoyés depuis des personnes qui sont inconnues. Mais ça, globalement, c'est toujours le cas pour éviter de se prendre un ransomware. Mais là, ce qui peut être vraiment problématique, c'est que des personnes sur Google commencent à faire de la pub pour télécharger des applications. Ça arrive régulièrement. Vous avez besoin, par exemple, de récupérer Kubernetes. Le deuxième lien qui va être sur Google, ça va être peut-être celui de Google, mais ça va être celui de GitHub. Mais le premier sera peut-être un lien qui sera financé, qui aura été payé d'un point de vue ads. Et donc, si dans ce premier lien, vous avez un lien un peu interactif en disant download Kubernetes et directement avec la dernière version en .zip, et ben vous allez récupérer en fait un logiciel qui va être malveillant. Et ça peut être un cheval de Troie, ça peut être un ransomware, ça peut être tout un tas de choses. Et aujourd'hui, c'est complètement valide et légitime. Donc on voit que finalement, cette extension zip qui était ajoutée par Google, ben, ça va poser en fait des gros problèmes en termes de cybersécurité. Donc je vous invite à être extrêmement vigilant et surtout à bien comprendre comment se décompose en fait cette URL-là. Si nous, on a envie de faire la même chose, par exemple, donc on pourrait faire google.com en disant que la personne elle recherche sur google.com. Ici, on va lui mettre le caractère qui ressemble, donc notre U2044. Et donc là, on va le mettre arrobase et on va mettre overshell.zip. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Ah, là, on n'a pas la bonne URL. Donc bien penser à mettre le HTTPS devant pour qu'il le prenne en compte. Et donc là, on est envoyé vers overshell.zip. Et si j'étais quelqu'un de malveillant, j'aurais tout simplement acheté ce site-là pour faire du phishing. Ça peut être ça, tout simplement. On peut vous faire du phishing. On vous envoie une URL qui fait 100 ou 250 caractères. Vous n'allez pas forcément lire l'intégralité de l'URL. Et ça peut vous renvoyer vers une page de phishing qui est une copie parfaite du site initial. Et donc, vous pouvez perdre l'intégralité de vos informations. Donc, si vous faites de la sécurité offensive, potentiellement, ça peut être très intéressant pour vous parce que les noms de domaine en .zip, ça s'achète assez facilement. Et donc, au moins, il n'y a pas trop de problématiques. Si par contre, vous faites du défensif, comme je vous l'ai dit, il y a des éléments à prendre en compte et surtout à sensibiliser en fait les personnes qui vont être à l'IT parce que c'est quelque chose d'assez récent, qui est encore pas très connu. Et donc, voilà, vous vous retrouvez avec quelque chose d'assez simple en fait. Donc, faites vraiment très attention à ça. Dites-moi maintenant en commentaire si vous connaissiez cette méthode-là. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on continue de parler de techniques un peu comme ça, offensives et défensives, qui présentent les deux. Maintenant, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo en cybersécurité. Salut!